Chapitre 8 de la grande victoire que le vaillant Don Quichotte remporta dans l'épouvantable et incroyable aventure du moulin à vent, avec d'autres événements dignes de mémoire. C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine 30 ou 40 moulins à vent. Dès que Don Quichotte les aperçut, il dit à son écuyer: « La chance conduit nos affaires mieux que nous ne pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commencerons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie. Des géants, où ça? Là, devant toi, avec ses grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues. Allons donc, monsieur. Ce qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière, le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Et aussitôt, il donna des éperons à Rocinante, sans se soucier des avertissements de Sancho, qui lui criait que ceux qui allaient attaquer, qu'il allait attaquer étaient bien des moulins et non des géants. Mais Don Quichotte était tellement sûr de son fait qu'il n'entendait pas Sancho et que même arrivé devant les moulins, il ne voyait pas qu'il se trompait. « Ne fiez pas, lâche et vile créature, criait-il, c'est un seul chevalier qui vous attaque. » Sur ces entrefaits, un vent léger se leva, et les grandes ailes commencèrent à tourner. Ce que, voyant Don Quichotte, reprit: « Vous aurez beau agiter plus de bras que n'en avait le géant Briaré, je saurai vous le faire payer. » Là-dessus, il se recommanda de tout son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en ce péril extrême. Puis, bien couvert de son écu, la lance en arrêt, il se précipita au grand galop de Rocinante et, chargeant le premier moulin qui se trouvait sur sa route, lui donnant un coup de lance dans l'aile, laquelle, actionnée par un vent violent, brisa la lance, emportant avec elle le cheval et le chevalier, qu'elle envoya rouler sans ménagement dans la poussière. Sancho se précipita au grand trot de son âne pour secourir son maître, et le trouva qui ne pouvait plus remuer, tant la chute où l'avait entraîné Rocinante avait été rude. « Miséricorde, s'écria-t-il, est-ce que je ne vous ai pas dit, moi, de faire attention, et que c'étaient des moulins à vent? Il n'y avait pas moyen de s'y tromper, à moins d'avoir d'autres moulins qui vous tournent dans la tête. » « Tais-toi, Sancho. À la guerre, plus qu'ailleurs, on ne peut jamais savoir comment les choses vont tourner. Pour moi, je pense, et c'est la vérité, que cet enchanteur Freston, qui a remporté mon cabinet et mes livres, a transformé ces géants en moulins pour me ravir l'honneur de les avoir vaincus. Si grande est la haine qu'il me porte, mais au bout du compte, mon épée sera plus forte que tous ces maléfices. Dieu en décidera, conclut Sancho. Et il aida son maître à se relever et à remonter sur Rocinante, qui avait le dos tout démanché. Puis, en s'entretenant de cette aventure, ils prirent le chemin de Port-Lapis, car selon Don Quichotte, dans un lieu de grand passage, il ne pouvait manquer de rencontrer des aventures multiples et variées. Il était particulièrement affligé d'avoir perdu sa lance. Il s'en ouvrit à son écuyer. « Je me rappelle, lui dit-il,
avoir lu qu'un chevalier espagnol, Diego Pérez de Vegas, ayant brisé son épée au cours d'une bataille, arracha d'un chêne une grosse branche et s'en servit le jour même pour accomplir tant d'exploits et assommer tant de morts que le surnom de l'assommeur lui resta. Et depuis, ses descendants toujours appelés Vargas Assommeur. Je te raconte cela car je compte arracher au premier chêne que je verrai une branche aussi grosse et dure que devait l'être celle-là. Et je vais avec elle accomplir de telles prouesses que tu seras trop heureux d'avoir eu le privilège d'y assister et de pouvoir témoigner de merveilles qu'on aurait peine à croire. Dieu le veuille. Pour ce qui est de moi, je crois tout ce que vous me racontez. Mais redressez-vous un peu, monsieur. Vous êtes tout de travers. C'est sans doute à cause de votre chute. Tu dis vrai, Sancho. Et si je ne me plains pas, c'est parce qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre. Quand bien même une blessure leur mettrait les tripes à l'air. Puisque c'est leur aile, je n'ai rien à dire. Mais je préférerais de loin que vous n'ayez pas honte de vous plaindre quand vous avez mal quelque part. En tout cas, je peux vous dire que moi, je n'hésiterai pas à me plaindre à la moindre douleur, à moins que cette défense ne s'étende aussi aux écuyers des chevaliers errants. Don Quichotte ne put s'empêcher de rire de la naïveté de Sancho, et il l'assura qu'il pouvait se plaindre toutes les fois qu'il lui plairait, avec ou sans motif, car dans ses romans de chevalerie, il n'avait encore rien lu qui s'y opposât. Sancho lui fit alors observer qu'il était l'heure de manger. Son maître répondit que pour le moment il n'avait pas faim, mais qu'il le laissait libre de prendre son repas quand il le souhaiterait. Sancho ne se le fit pas dire deux fois. Il se cala du mieux qu'il put sur son âne, et tirant de son brissac des provisions qu'il y avait mises, il continua à avancer derrière son maître, mangeant sans se presser, et levant de temps à autre son outre avec un plaisir à faire parler d'envir le meilleur tavernier de Malaga. Et pendant qu'il se rinçait le gosier à son aise, il ne pensait plus du tout aux promesses de son maître et trouvait peu fatigant et plutôt agréable d'aller chercher des aventures même dangereuses. Quand vint la nuit, ils s'arrêtèrent sous des arbres. Don Quichotte arracha à l'un d'eux une branche sèche qui pouvait au besoin lui servir de lance, et il mit le fer qu'il avait ôté à celle qui s'était brisée, et ne dormit pas un seul instant, songeant à sa dame Dulcinée pour faire comme les chevaliers de ses livres, qui passaient des nuits entières dans les bois ou les champs, à se remémorer les beautés de leur dame. Ce ne fut point le cas de Sancho. Comme il avait l'estomac bien rempli avec autre chose que de l'eau de chicorée, il dormit d'un trait jusqu'au matin, si son maître l'avait appelé. Ni les rayons du soleil qui le frappaient en plein visage, ni le chant des oiseaux qui étaient nombreux à saluer allègrement la venue du jour n'auraient pu le tirer de son sommeil. Dès qu'il fut réveillé, il têta son outre et la trouva plus plate que la veille, ce qui lui brisa le cœur, car il ne voyait pas le moyen d'y remédier de sitôt. Don Quichotte refusa de déjeuner, préférant, comme il l'a dit, s'alimenter de délicieux souvenirs. Il se remit en route, et vers 3 heures de l'après-midi arrivèrent en vue de Port-Lapis. C'est ici, Sancho, dit alors Don Quichotte, que nous allons plonger les mains jusqu'au cou dans ce qui s'appelle des aventures. Mais n'oublie pas, même si tu me vois dans le plus grand péril, je ne dois pas tirer l'épée pour me défendre, à moins que je ne sois attaqué par de la canaille ou des gens de rien, auquel cas tu t'empresseras de me venir en aide contre mes pères. Cela ne t'est pas permis, jusqu'à ce que tu sois toi-même armé chevalier. Comptez sur moi, monsieur, pour vous obéir sur ce point, au doigt et à l'œil. D'ailleurs, je suis d'un naturel pacifique, et je n'ai jamais aimé ni les querelles ni les coups. Mais quand il s'agit de défendre ma personne, je ne m'embarrasse
aucune règle, puisque les lois du ciel, tout comme celles des hommes, permettent à ceux de se défendre quand on lui veut du mal. Je ne dis pas le contraire. Toutefois, pour ce qui est de me secourir contre les chevaliers, je te demande simplement de réfréner tes impulsions naturelles. Je vous répète que je n'y manquerai pas, et même que j'observerai ce précepte aussi religieusement que celui du dimanche.